Bonjour et bienvenue dans Outdoor Minds. Des signaux faibles apparaissent et des tendances se développent dans notre société. Les leaders savent les sentir et les transformer en opportunités pour créer leur business, étendre leurs activités et mettre au point les meilleures pratiques dans les industries du sport outdoor et du tourisme. Dans cette série d'entretiens, nous voulons partager les parcours, les expériences et les visions des plus grands esprits qui font l'outdoor d'aujourd'hui et de demain. C'est la rencontre d'Armelle Soleylac, spécialiste de prospective et de stratégie de marque, et d'Ariane Favier, experte du capital immatériel des entreprises et en particulier des marques, qui a donné naissance à ce podcast. Pour cette deuxième saison, à l'aide de nos invités, nous voulons pousser un peu plus loin la découverte de chaque pilier de la plateforme de marque et certains métiers liés au marketing et à la communication des marques de sport outdoor et des destinations touristiques. Il y aura aussi quelques surprises pour être au plus près de l'actualité. Allez, c'est parti pour une nouvelle rencontre inspirante. Aujourd'hui, nous allons parler d'ambition et de promotion en France et à l'étranger des savoir-faire français en matière d'aménagement des territoires de montagne. Pour illustrer ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir Nathalie Saint-Marcel, directrice adjointe du cluster montagne. Bonjour Nathalie. Bonjour. Alors pour faire short and switch, Armelle, est-ce que tu peux nous parler d'un pilier de la plateforme de marque qui est important aussi bien à court terme qu'à moyen terme, c'est-à-dire l'ambition? En effet, Ariane, l'ambition est la première grande étape que l'on souhaite voir se réaliser dans la mise en œuvre de la vision d'une marque. Lorsque vous travaillez sur la définition de votre ambition, vous devez en général réfléchir à un horizon de 3 à 5 ans. Il faut donc se demander quelle est la trajectoire de votre entreprise, de votre territoire ou de votre parcours professionnel si vous êtes en réflexion sur votre personal branding. Quelle position souhaitez-vous atteindre à court et moyen terme? Que souhaitez-vous parvenir à réaliser pour vous, vos collaborateurs, vos clients et votre écosystème? En résumé, l'ambition d'une marque, c'est la position qu'elle souhaite avoir et la façon dont elle souhaite être reconnue dans les 3 à 5 prochaines années. Pour bien calibrer son ambition, il faut donc avoir une vision très claire de sa marque à 10-15 ans. Mais ça, ce sera l'objet d'un autre épisode. Merci beaucoup Armelle. Alors Nathalie, est-ce que tu peux te présenter ton parcours en quelques minutes, aussi bien académique que professionnel, et également présenter Cluster Montagne à nos auditeurs, qu'on comprenne un petit peu comment se positionne Cluster Montagne par rapport à d'autres associations de promotion des territoires de montagne, et qu'on comprenne bien aussi c'est les missions qui vous différencient justement de ces autres acteurs associatifs. Très bien, je suis donc Nathalie Saint-Marcel, j'ai 48 ans, je suis originaire des Pays de Savoie. J'ai un parcours académique universitaire qui démarre avec un bac en sciences économiques que j'ai poursuivi par une formation en langues étrangères appliquées et management et commerce international à l'université Savoie-Mont-Blanc. J'en suis à la fois très fière et j'en garde un excellent souvenir. C'était un choix tout à fait réfléchi d'aller plutôt dans le monde universitaire, le monde peut-être de la connaissance générale, approfondie, et puis avec à cette époque-là le début de la professionnalisation de ces parcours universitaires, ce que je trouvais particulièrement intéressant puisque j'étais déjà attirée par le monde de l'entreprise. Et j'ai complété ce parcours par un MBA que j'ai repris en temps partagé après 15 ans d'activité professionnelle, un MBA stratégie et management des entreprises du sport, donc une expérience personnelle et professionnelle intense et enrichissante, mais qui m'a beaucoup apporté pour la suite de mon parcours et notamment la création du cluster. Et concernant donc Cluster Montagne, est-ce que tu peux nous donner plus de détails sur son activité et ce qui différencie justement cette association par rapport à d'autres associations de promotion des territoires de montagne?
Alors le cluster montagne, c'est vraiment le réseau des acteurs de l'aménagement touristique de la montagne. Il est né de la volonté publique, notamment de la région Rhône-Alpes à l'époque, de la création et Auvergne-Rhône-Alpes désormais, mais également des entreprises. C'est un vrai projet public-privé, un vrai partenariat public-privé, et nous sommes donc ce réseau d'accompagnement, de développement, d'accélération, et nous facilitons le développement de nos membres au bénéfice des territoires touristiques. Nos membres, ce sont des entreprises, mais également des institutions, des établissements de formation et de recherche, dont l'objet et le terrain d'intérêt est le tourisme de montagne. Et notre mission consiste à créer du lien, à créer une dynamique collective pour générer de la valeur, faire monter en compétences et augmenter la compétitivité et l'attractivité aussi bien des entreprises, en effet, que des territoires. Mais nous ne sommes pas, nous sommes dans la promotion des savoir-faire, des expertises, mais nous ne sommes pas dans la promotion touristique des destinations, ce qui est un autre métier. Néanmoins, nous sommes parfaitement interconnectés et nous travaillons en partenariat, puisque les destinations, que ce soit en France, mais aussi à l'international, sont les meilleures vitrines de ces savoir-faire et de ces compétences techniques que l'on trouve dans les entreprises d'ingénierie, d'équipement, d'infrastructures et de services. Tu viens d'évoquer la naissance du cluster qui est vraiment issu d'un partenariat public-privé. On le sait, les dynamiques, les agendas aussi sont très différents. Les rythmes sont très différents entre le public et le privé. Comment vous réussissez au cluster à justement faire le lien entre les deux de manière harmonieuse ? Alors effectivement, ça fait partie des défis que l'on doit relever dans ce type de structure. Il s'agit donc de rendre compatible le temps moyen ou long d'une collectivité ou de politique publique et le temps plus court, voire très court, des entreprises, notamment TPE, PME. Donc ça fait partie des compétences et des savoir-faire que l'on se doit d'avoir et de développer au sein de notre structure. C'est moi ce qui me passionne, c'est d'avoir à la fois une nécessaire réflexion et stratégie à moyen et long terme pour se fixer cette fameuse ambition et cet objectif, cette trajectoire, et puis de trouver la déclinaison opérationnelle qui, elle, va être plus à court et moyen terme pour atteindre cet objectif. Et donc, c'est construire et réajuster en permanence par rapport à ces grands objectifs de rayonnement, de transition, d'efficacité des aménagements, mais aussi tout ce qui tourne autour de l'attractivité, et de transformer ça ou de traduire cela en actions concrètes, opérationnelles pour nos membres qui sont des entreprises et qui ont besoin, qui attendent de la réactivité et de l'efficacité à court terme, des actions vraiment terrain. Alors, il y a quelque chose qui me fascine dans le cluster montagne et à l'occasion d'un déplacement en Alaska en 2015, j'avais appris un terme, tu m'avais appris un terme qui m'avait beaucoup plu, qui est celui de la coopétition. Est-ce que tu pourrais nous en parler, parce que c'est un phénomène qui se déroule au quotidien au sein du cluster et qui, je trouve, est vraiment très intéressant et dont on parle très peu d'une manière générale. Alors en effet, c'est vraiment la particularité de tout réseau et spécifiquement de réseaux d'entreprises qui sont organisés au sein d'une filière. On n'est pas, moi j'ai longtemps travaillé dans une chambre de commerce. Bon effectivement toutes les entreprises sont membres et peuvent participer aux actions, mais elles ne sont pas forcément concurrentes les unes avec les autres. Elles sont dans des secteurs d'activité différents. Quand on a une approche de réseau spécifique filière, de facto, on va avoir parmi nos membres des entreprises, des acteurs qui sont au quotidien sur les marchés en concurrence.
Et à la fois la difficulté, en tout cas le point d'équilibre vraiment subtil et important à préserver et à travailler, c'est d'arriver à faire comprendre et à ce que l'intérêt général et collectif soit supérieur à l'intérêt individuel. Ce qui ne met pas de côté l'ambition et la performance individuelle de chaque entreprise, mais ça, c'est sa stratégie, c'est sa feuille de route, c'est son mode opératoire, et ce n'est pas le rôle d'une structure fédérative comme peut l'être le cluster montagne que d'interférer, que ce soit dans la stratégie commerciale ou dans la stratégie de R&D ou même dans la politique RH. Mais le rôle, c'est de jouer un levier de catalyse qui va permettre en fait d'utiliser les expériences, les expertises, les savoir-faire, de partager les bonnes pratiques, de s'écouter, de se parler, de se connaître, d'apprendre à se connaître. Et le premier mot qui vient à la bouche de nos membres, si on leur demande qu'est-ce que vous venez chercher dans le cluster montagne, le premier mot c'est le réseau. Alors bon, une fois qu'on a dit ça, derrière comment on transforme ce réseau en quelque chose d'utile et d'enrichissant, eh bien il y a un mot aussi que j'utilise beaucoup, c'est la confiance. On se connaît, on se rencontre, on se comprend mieux. Et on apprend à détecter les points de convergence, les points de divergence, mais on travaille surtout sur les points de convergence. Et cette fameuse coopétition, c'est en fait d'arriver à générer de la collaboration, même si on est en concurrence sur un marché. Alors c'est pas, ça peut paraître un peu conceptuel et théorique, c'est pas simple tous les jours, mais en tout cas nous on le vit au sein du cluster montagne depuis plus de 10 ans. Et la meilleure illustration peut être la gouvernance, puisque nous sommes une association, nous avons donc un conseil d'administration, un bureau composé de membres qui sont des entreprises pour la plupart, dont certaines sont au quotidien sur des marchés tout à fait similaires. Néanmoins, les dirigeants consacrent du temps bénévolement à partager leur perception de la situation, du marché, des tendances, des enjeux, et à réfléchir ensemble à ce que le cluster montagne peut faire et doit faire pour accompagner ses membres par rapport à ces enjeux et ces tendances. Donc, je trouve que c'est ce qu'on appelle l'intelligence collective, c'est prendre le meilleur de chacun, c'est le best of breeds et de se dire avec ça je vais essayer d'animer en fait un outil qui va être un complément aux stratégies individuelles bien entendu, qui va être un enrichissement parce que ça va m'éclairer sur des choses que j'avais certes perçues peut-être dans mon environnement mais que je n'avais pas comprises comme étant générales et impactant globalement mes concurrents, mes fournisseurs, mes clients. Et donc d'arriver avec ça à non pas trouver le plus petit dénominateur commun, mais au contraire le plus grand multiplicateur commun qui va faire que chaque acteur, chaque membre, chaque entreprise, toute petite ou plus grande, va pouvoir retirer quelque chose de cette collaboration intelligente et que ça puisse nourrir les stratégies individuelles. Mais en tout cas, nous, on intervient, quand je dis nous, c'est l'équipe opérationnelle, on intervient tout le temps de manière collective et uniforme entre guillemets, que l'entreprise soit unipersonnelle ou qu'elle ait 400 collaborateurs. Alors, tu l'as dit, tu travailles depuis toujours à la promotion des entreprises et des territoires français, que ce soit au niveau national ou à l'export pour la CCI et depuis 10 ans au sein du cluster. Est-ce que tu as toujours voulu faire ce métier promotionnel ou est-ce que c'est arrivé par une forme de heureux hasard ? Alors, j'ai toujours été attirée par l'économie et le monde de l'entreprise. La petite anecdote, c'est que mon papa était commercial dans le monde du tourisme et de l'hôtellerie de montagne, donc j'ai beaucoup baigné dans cet univers, même si ça ne m'attirait pas plus que ça. Ce qui m'attirait, moi, c'était le monde, l'international, les langues.
Et donc j'ai fait ce choix d'études plutôt orientées économie et management. Et après quelques petites expériences comme on a tous, moi je les ai faites dans le monde bancaire et dans l'industrie de la sous-traitance mécanique. Là, j'ai vite compris que ce serait pas un univers qui me correspondrait, qui était à la fois très masculin, un peu technique, mais ça ne me rebute pas, mais surtout très très limité en fait. On travaille toujours sur le même produit ou la même gamme de produits avec les mêmes interlocuteurs. Donc ça ne me convenait pas. J'ai eu l'opportunité en fait d'intégrer la direction internationale de la Chambre de commerce et d'industrie de la Savoie. Je ne connaissais pas du tout ce monde consulaire et ce monde du conseil plutôt côté public. Et en fait, ce poste de conseiller en développement international, notamment sur les zones germanophones, Russie, Europe de l'Est, Europe du Nord, c'était la parfaite adéquation entre mon intérêt pour l'entreprise et mon intérêt pour le commerce international. Voilà, j'ai adoré cette expérience, cette première partie de ma vie professionnelle, et en plus elle a permis, puisque c'était à la CCI de la Savoie, de poser les fondements de l'action collective pour la filière montagne, puisqu'on avait bien entendu parmi nos membres des entreprises de cette filière qu'on accompagnait déjà sur les marchés internationaux en Autriche, en Scandinavie ou en Russie. Et ce qui me plaît et me plaît toujours, c'est la diversité des entreprises, des interlocuteurs, des métiers et la richesse des échanges. Dans des métiers comme ceux-là, on a vraiment un rôle d'interface et d'ambassadeur. Alors c'est vrai qu'on va pas dans le détail des produits et des activités de chaque entreprise, mais on est dans leur réalité quand même quotidienne avec eux, à leur côté. Et puis, comme on l'a déjà évoqué, avec des enjeux beaucoup plus macroéconomiques, que ce soit encore une fois en termes de politique publique ou sur les enjeux de la transition, du développement durable dont on parle désormais beaucoup. Et c'est cette, on va dire, gymnastique intellectuelle qui m'intéresse et qui me nourrit au quotidien. On peut en effet, pour vraiment donner un grand écart, parler à un entrepreneur individuel qui est en train de peaufiner son projet, et dans l'heure qui suit avoir un entretien avec un ministère ou un ambassadeur d'un pays qui présente un intérêt pour nos entreprises. Et on peut considérer que c'est un grand écart en termes de type d'interlocuteur et de sujets à aborder. Je trouve ça vraiment passionnant et exaltant. C'est parfois un peu déstabilisant parce que ça nécessite en fait d'adapter en fait notre discours et nos modes d'action à chaque interlocuteur. Et comme tu le disais, il y a aussi cette notion du temps, du temps court, très court, ou du temps long, voire très 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 long sur certains marchés à l'international. Mais en tout cas, moi, c'est ce qui me plaît au quotidien dans ces missions. Est-ce que tu peux nous parler des grands défis qui sont à relever? Alors, on a évoqué tout à l'heure le défi de la collaboration privée-publique, temps court, temps long. Intérêt général qui prime au-dessus de l'intérêt individuel, tous ces défis-là. Mais est-ce qu'il y en a d'autres, des challenges? Est-ce que tu peux même nous partager peut-être des anecdotes de défis réussis ou pas durant ces 10 années passées au cluster? Alors, les défis dans notre structure, en tout cas les enjeux, on en a déjà parlé, c'est vraiment la polyvalence, l'agilité, la curiosité. Il faut être un petit peu à l'affût, d'une part des entreprises qui se développent, qui arrivent sur le marché, qui proposent des nouvelles solutions, que ce soit en France, à l'international. Il faut avoir une grande capacité d'écoute, puisque ce que viennent chercher aussi les membres dans un réseau, c'est peut-être aussi de rompre l'isolement,
souvent des dirigeants, ou en tout cas quelle que soit la taille des entreprises d'ailleurs, hein. Le réseau, c'est aussi cet espace de partage et de discussion, donc une capacité d'écoute. Capacité d'analyse, encore une fois, pour prioriser, parce qu'on ne peut pas, on a 240 membres, ce qui est déjà pas mal, et du coup, ça va m'emmener sur un autre des défis, c'est de bien connaître ses membres. Et bien connaître ses membres, forcément, ça nécessite du temps. Et du coup, nous, au Cluster Montagne, notre choix, on a une équipe opérationnelle de 9 collaborateurs, ce qui est une belle équipe, mais qui ne permet pas non plus de pouvoir animer un réseau indéfini de membres. Et donc, on a chacun un portefeuille de membres dont on est l'interlocuteur principale, en tout cas la porte d'entrée. Et ce qu'on essaye de faire, c'est vraiment de nourrir ce lien, d'entretenir ce lien. Alors, pour bien connaître, encore une fois, leurs besoins, leurs projets, leurs enjeux, puisqu'en fait, toute la stratégie n'est qu'une adaptation permanente à ce que les entreprises et les membres vivent et ce à quoi ils doivent se faire face dans leur quotidien. Donc ce temps et cette relation de confiance, ça demande évidemment de s'intéresser aux autres en fait, d'aimer de travailler en mode collectif et en mode projet. Ça aussi c'est un défi important, c'est d'arriver à embarquer les entreprises et notamment les petites dans ce mode collaboratif et ce mode projet. Et je pense qu'on peut dire qu'on y réussit. En tout cas, on le réalise au quotidien à travers, encore une fois, des missions qu'on réalise sur le terrain où on va emmener 10, 15 entrepreneurs dont certains vont être concurrents, ne s'étaient peut-être jamais parlé préalablement. Et puis là se découvrent peut-être des affinités, mais en tout cas des points de collaboration. Et ça, je trouve que dans une vie professionnelle, c'est assez satisfaisant. Est-ce que tu as l'impression que cette façon de faire, cette façon de collaborer et même que ton métier en règle générale a beaucoup évolué ces dernières années, parce qu'on sait que le modèle des stations de montagne a évolué de façon significative. Mais du coup, en 10 ans chez Cluster Montagne, est-ce que cette manière de collaborer avec les entreprises a beaucoup changé? Alors, elle a changé dans notre mode de faire parce qu'on est effectivement, quand on a commencé vraiment dans ce réseau montagne en 2005, et puis on travaillait déjà à l'époque avec une structure qui s'appelait France Neige International, avec laquelle on a fusionné en fait en 2012 pour donner naissance au Cluster Montagne. On était vraiment sur des modes d'action extrêmement opérationnels, extrêmement terrain, c'est-à-dire que les équipes passaient vraiment leur vie sur le terrain, que ce soit à l'international, sur des missions, sur des salons professionnels, avec des accueils de décideurs. Ce qui nous a d'ailleurs valu d'être longtemps identifiés comme l'acteur du développement international, et donc peut-être de passer à côté de certains membres qui ne se sentaient pas forcément concernés par ce pan d'action. Ça a beaucoup changé. Parce que on a aussi construit cette relation de confiance et fait la preuve que cette filière et ce réseau devaient s'inscrire dans le temps long pour le coup, et que ces relations de collaboration ne pouvaient s'inscrire que dans le temps long. Et on a pu progressivement amener en fait cette prise de distance, cette prise de hauteur, cette réflexion peut-être plus prospective, analytique sur les enjeux qu'on menait de toute façon pour nous-mêmes, mais qu'on avait peut-être un petit peu plus de mal à faire percevoir aux entreprises notamment. C'est quand même ces questions notamment de veille et de prospective sont des sujets difficiles pour les entreprises et notamment les plus petites, parce que il faut y consacrer du temps et des ressources, ce qui n'est pas il n'y a pas un retour sur investissement qui paraît suffisamment direct. Donc notre mode de faire, il a bien sûr qu'on continue à être sur le terrain et à faire ce que notre président
à plaisir à rappeler, du livret utile, c'est-à-dire qu'il faut que les membres trouvent du service utile au sein du cluster et d'y amener en plus tout ce travail de réflexion, de partage sur les enjeux, comme tu l'évoquais, qui impactent certes les destinations, les territoires, mais bien entendu forcément les entreprises, parce que ces questions de transition des modèles, des clientèles, de réduction des impacts et tous ces enjeux qui sont aujourd'hui bien compris, vont forcément ne pourront se faire, la transition ne pourra se faire qu'à l'appui de la créativité et des capacités de R&D des entreprises pour imaginer des solutions moins carbonées, moins impactantes, répondant aux nouvelles aspirations. Donc c'est vrai que notre mode d'action a beaucoup évolué de ce côté-là, et les entreprises aussi. Moi, je trouve qu'elles ont beaucoup évolué là-dedans et qu'elles consacrent aujourd'hui un petit peu plus de temps à ces actions plus d'observation en fait, et d'analyse de ce qui va les impacter à court, moyen et long terme. Et puis sur le volet international, on avait déjà avant la pandémie, je fais cette petite parenthèse, mais on avait déjà fortement révisé notre stratégie. On a passé beaucoup de temps aux quatre coins du monde, et Armelle évoquait l'Alaska en effet, parce que les savoir-faire français sont vraiment reconnus partout à travers la planète. Mais on avait, avant le Covid-19, modifié notre stratégie pour se recentrer sur le proche export et notamment l'Europe. Ça aussi, c'est une tendance de fond pour moi. En décembre 2021, le Cluster Montagne a lancé son 3e cahier de tendances. Il a été imaginé avant la pandémie, initialement, et en partenariat avec le Crédit Agricole des Savoies. C'est une sorte de recueil d'idées qui se veut inspirant pour toute une économie, a fortiori après avoir essuyé des mois assez difficiles. Ce qui est intéressant, c'est que ce carnet n'hésite pas à lorgner les bonnes idées, même si elles sont parfois éloignées. Est-ce que tu peux nous présenter cet outil et peut-être nous livrer quelques tendances pour 2022 qui ont retenu ton attention ? Alors, on est complètement dans la continuité de ce qu'on évoque depuis quelques minutes, sur ces aspects de veille et de prospective qui sont des sujets complexes à aborder pour les entreprises. Au sein du cluster, on a toujours pensé, avec la gouvernance et les membres des commissions de travail, que le cluster pouvait et devait jouer ce rôle et contribuer à percevoir et comprendre les signaux forts et les signaux faibles de l'environnement et de la filière. Alors c'est un travail de longue haleine, de l'ombre, que, on l'a dit, peu d'entreprises peuvent assumer individuellement. Donc on a travaillé comme d'habitude en mode collectif. On a constitué un groupe de travail, c'est le Club Prospective, et la proposition des membres de ce Club Prospective a été de produire un livrable, quelque chose de tangible, qui puisse effectivement entrer dans les entreprises, de la matière à penser ou de la matière à inspirer, qui allait prendre la forme effectivement d'un livre blanc ou d'un cahier de tendance. On avait observé que des choses de ce type-là se faisaient déjà, et notamment je citerai le cahier de tendance de l'incubateur parisien du Welcome City Lab, qui nous paraissait correspondre à ce qu'on avait envie de proposer à l'écosystème. Et donc c'est vraiment une co-construction avec les membres, avec le Club Prospective, pour identifier à la fois des tendances, mais surtout des contributeurs, des gens, des personnalités, des experts qui ont pu observer, analyser, travailler sur des sujets dont on pense qu'ils vont pouvoir peut-être influencer ou impacter la filière dans son ensemble, et puis nos membres en particulier. Donc on en est effectivement au 3e opus. La petite nouveauté pour 2022, c'est qu'il va sortir en version anglophone, puisque nous aurons
enfin la chance de pouvoir retrouver nos partenaires internationaux au mois d'avril à Grenoble sur le salon Mountain Planet. Et l'international reste quand même un élément fondateur et assez central au sein du cluster. Et on pense aussi qu'on a un rôle à jouer pour partager aussi cette veille, cette prospective avec nos partenaires internationaux. Dans les tendances 2022, alors je crois qu'Armelle, tu es peut-être encore plus spécialisée que nous sur ces analyses-là. On a été assez intéressé en fait par tout le côté inspirationnel et émotionnel qu'on pouvait chercher dans l'expérience de ski. En fait, la question qu'on s'est posée avec le club prospective et avec le comité de rédaction, c'était de dire bon, il y a beaucoup de questionnements et de parfois d'emballements médiatiques sur la fin du ski. Mais en fait, c'est peut-être pas la fin. Est-ce qu'il y a un moyen de repenser ou de réinventer le ski? Et on est allé chercher effectivement des contributions du côté des académiques et des universitaires. Et moi, j'ai beaucoup aimé en fait le papier sur les interactions émotionnelles. En fait, quand on est au ski, on est tout seul dans son casque, sous son masque, et on travaille pas du tout. Enfin, on cultive pas le partage des émotions que ça procure d'être dans la nature, d'être sur cette matière magique qu'est la neige. Et j'ai trouvé, alors je n'ai pas de réponse, mais j'ai trouvé très intéressant en fait ce questionnement sur comment rendre l'expérience du ski plus collective. Et je pense que ça fait partie des tendances sociétales qui prennent de la place aujourd'hui. On voit bien dans les modes de vivre, les modes de collaboration dans les entreprises, les modes d'habiter, les modes de voyager. On est beaucoup dans ce partage, dans cette approche collective, ce que le ski, a priori, ne propose pas. En dehors de l'après-ski, qui peut être festif ou familial. Voilà, j'ai trouvé ça très intéressant. Dire comment on peut, pendant l'expérience de ski, sur le domaine skiable, proposer en fait des moments, des espaces où les clients, les pratiquants pourront peut-être vivre ces émotions. Alors il y a l'innovation aussi qui fait clairement partie de l'ADN du cluster montagne, en long, en large, en travers. Et à ce titre, vous avez une branche d'activité de l'association qui est dédiée aux appels à projets, qui s'appelle le Cluster Lab. Est-ce que tu peux nous détailler le fonctionnement de ce terrain d'expérimentation ? Alors en effet, on est toujours dans cette logique d'identification des enjeux, de détection des projets prioritaires. Et cette dynamique Cluster Mountain Labs, elle s'est construite également avec le rapprochement qu'on a opéré depuis 2 ans avec les acteurs des territoires, puisque au sein du Cluster Montagne, le bataillon, on va dire, des membres, ce sont les entreprises, les aménageurs, ceux qui proposent des solutions. Nous avons bien sûr, on l'a dit, les institutions, la partie académique, et nous travaillons en lien avec les acteurs de l'exploitation, les collectivités, etc. Mais on a vraiment détecté et reçu des sollicitations des acteurs des territoires, que peuvent être les offices de tourisme, encore une fois les collectivités ou les exploitants, de plus travailler avec les membres du cluster montagne sur ces questions d'innovation. Parce que, encore une fois, toute cette réflexion autour des enjeux, de la transition des modèles, de l'adaptation, du futur, du tourisme en général ou du tourisme de montagne, ne peut pas se faire sans une réflexion et un travail avec ceux qui ont les capacités de créativité et de R&D, puisque tout n'est pas solution technique ou technologique, bien entendu, mais
il y a quand même beaucoup de choses, et notamment sur un gros morceau qui est la transition énergétique, où là, on sent bien quand même que beaucoup vont passer par les solutions techniques. Et donc, partant de cette volonté, de ce besoin, on a construit en fait cette dynamique de Cluster Mountain Labs qui consiste à rapprocher encore une fois les acteurs des territoires des entrepreneurs pour dire OK, quels sont les enjeux principaux, quels sont les projets prioritaires, et est-ce qu'en face on a des réponses? Si elles existent, eh bien tant mieux, mettons-les en lien, partons sur de l'expérimentation, de la démonstration, et puis ça s'appelle l'expérience, on partage, ça marche pas, on réajuste, et on fait bien sûr, nous on a une grosse partie de notre travail qui consiste à valoriser ces bonnes pratiques, ces expérimentations, faire connaître, faire savoir. Et puis, si les solutions n'existent pas, c'est tout l'objet, c'est de se dire, OK, on a parlé de co-opétition, mais on peut aussi parler de co-innovation. Qu'est-ce qu'on va mettre en œuvre pour répondre à cet enjeu? Si la priorité, c'est la mobilité douce, ou si la priorité, c'est la réduction des impacts carbone, ou si la priorité, c'est la digitalisation d'une partie de l'offre. Est-ce que je trouve ma réponse? Et si je la trouve pas, est-ce que avec un ou plusieurs partenaires, on peut la co-développer? Donc là, on est vraiment dans le cœur même de ce qu'est un cluster et de ce qu'est le cluster montagne. C'est l'émergence de solutions et la mise en œuvre de solutions au bénéfice des territoires touristiques. Et cette dynamique, elle prend la forme, en effet, en tout cas une fois par an, d'un appel à projet, mais elle est ouverte tout au long de l'année, et avec ces fameux territoires partenaires qui sont membres à part entière du cluster montagne. Voilà, tout au long de l'année, on a des journées terrain sur lesquelles on va serrer les enjeux, les problématiques avec un petit groupe d'entreprises. Donc on est toujours en collectif, mais on n'est pas sur un salon professionnel. Voilà, on est plutôt dans une cellule R&D un peu collective, de se dire OK, c'est quoi mes priorités, sur quoi je vais porter mes efforts, et les entreprises, elles repartent avec de l'inspiration. C'est pas un carnet de commandes, on n'est pas du tout là-dedans, pas du tout. Encore une fois, c'est pas notre rôle, mais on est dans rapprocher autant que faire se peut, je dirais, l'offre de la demande. Depuis un peu plus de 10 ans maintenant, tu es sur un poste d'observation qui est privilégié. Comment est-ce que tu vois l'avenir du tourisme en montagne dans les 10 prochaines années, ou qu'est-ce que tu aimerais qu'il devienne? Ah, quelle question! Alors, j'espère que l'avenir est radieux, comme le soleil d'aujourd'hui, parce que les territoires de montagne, je pense, ont démontré toute l'attractivité, toute l'offre de ressourcement, de plaisir, de loisirs, d'amusement, de dépassement de soi que dans des espaces naturels que je pense ce à quoi tout un chacun aspire. Alors bien sûr, on est face à des enjeux très importants qui sont pas spécifiques au tourisme de montagne, mais au tourisme en particulier, avec la massification. On parle d'over-tourisme dans certains cas, versus un besoin d'individualisation ou de déconnexion. Donc c'est vrai qu'on est vraiment pour moi dans une schizophrénie, je ne sais même pas si elle est solutionnable. Un enjeu bien entendu lié à la réduction de l'impact carbone. Je vais pas parler de décarbonation parce qu'à partir du moment où il y a activité humaine, il me semble difficile d'imaginer que tout cela puisse se faire absolument en zéro carbone, mais en tout cas cet enjeu de réduction des impacts qui date pas d'hier et de la crise, mais en effet, peut-être que la montagne a manqué de communication sur des choses déjà engagées depuis bien longtemps. Quand on travaille sur des espaces naturels, on peut quand même pas imaginer de détruire ce qui fait l'attractivité du produit, de l'offre touristique. Mais je crois que là, il y a vraiment des enjeux énormes.
Et puis alors moi ce que j'aimerais bien, et j'espère que c'est désormais le cas, j'aimerais bien que ce soit un secteur économique qui soit pris au sérieux, parce que il y a vraiment beaucoup d'intelligence, beaucoup de questionnements, beaucoup d'énergie concentrée et déployée pour essayer d'offrir aux clients français, internationaux, enfin toute cette ce que la société poursuit, hein, le rêve du loisir et du bien-être. Je pense que la montagne coche toutes les cases pour y répondre. Ce que je regrette, c'est que on soit jamais, alors quand je dis on, c'est assez général, hein, notre filière, comme peut-être la partie plus promotion touristique, on est rarement qualifié comme d'autres filières économiques que seraient l'énergie, l'automobile, l'aérospatiale. Et je le dis toujours, j'interviens souvent auprès d'étudiants, quand on veut dire à quelqu'un qu'il est pas sérieux, on lui dit t'es un vrai touriste. Mais non, en fait. Nous ne sommes pas des touristes. Je pense qu'il y a vraiment une masse et une manne d'idées, d'intelligence et d'envie en fait de faire bouger les choses. Après, en effet, on est sur des modèles qui sont inscrits depuis des dizaines d'années et le changement prendra forcément du temps, forcément. Mais je pense que le tourisme de montagne a quand même un bel avenir. Je l'espère, en tout cas pour nous et pour le cluster montagne. Merci beaucoup Nathalie Saint-Marcel d'avoir été notre invitée. Voici les 3 points clés à retenir de cet épisode. Une approche de réseau sur une filière professionnelle implique de trouver le grand multiplicateur commun et un phénomène à la fois de coopétition et de co-innovation, où l'intérêt général prime sur l'intérêt collectif au profit de chaque entreprise, à la fois en partageant les bonnes pratiques, les bons contacts, les points de convergence, pour générer de la collaboration et évidemment du business. Le deuxième point, c'est que la transition ne pourra se faire ou ne pourra être conduite qu'en s'appuyant sur la créativité des entreprises et du collectif. Et enfin, le troisième point, c'est que on fait face d'une manière générale dans le tourisme à un paradoxe, ce surtourisme et en même temps ce besoin d'individualisation quasiment à l'extrême de l'expérience. Et pourtant, on doit faire face à des challenges encore plus gros, tels que la diminution de nos émissions de carbone. Tout ça sont des sujets extrêmement sérieux, alors que malheureusement, ces sujets sont souvent associés à celui de l'oisiveté, du loisir, qui, dans notre société française en tout cas, n'est pas toujours pris très au sérieux par nos dirigeants. Et je dois préciser ce que Nathalie, tu n'as pas dit, mais le poids du tourisme, c'est 2 fois le poids de l'agriculture, mais c'est clairement pas 2 fois le poids des aides, ni 2 fois le poids de la prise en considération de notre secteur d'activité. À bon entendeur, amis politiciens, salut. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode d'Outdoor Minds. Si ça vous a plu et que vous voulez découvrir de nouveaux leaders dans le tourisme et les sports outdoor, nous vous invitons à nous retrouver dimanche prochain où nous accueillerons une nouvelle invitée prestigieuse. Pour nous soutenir, vous pouvez mettre 5 étoiles, un commentaire et vous abonner sur votre plateforme de diffusion de podcast favorite. Bien entendu, pensez aussi à partager cet épisode avec vos proches sur les réseaux sociaux. À très vite pour un nouvel épisode d'Outdoor Minds.